27 août 1975. Palais Ménélik, Addis Abeba, Éthiopie. L'odeur d'éther imprègne l'air de la chambre impériale. Un traversin gît loin du lit. Le visage de l'homme le plus puissant d'Afrique a pris une teinte bleu foncé. Haïlé Sélassié Ier, le roi des rois, descendant de Salomon, vénéré comme un dieu par les Rastafariens, vient d'être brutalement assassiné dans son propre lit. Mais ce n'est pas ce que le monde a cru pendant des décennies. Comment un homme qui régna plus de 40 ans, qui survécut à des invasions et joua avec les superpuissances pendant la guerre froide, put-il finir assassiné par ceux qu'il avait juré de protéger? Si vous aimez découvrir les secrets les plus sombres derrière les grands événements de l'histoire africaine, cette vidéo va vous révéler une vérité restée littéralement enterrée pendant 25 ans. Et je vous garantis que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes changera tout ce que vous pensiez savoir sur la chute du dernier empereur d'Afrique. Mettez un « j'aime » si vous voulez que je continue à démêler ces mystères historiques, car cette histoire ne fait que commencer. Pour comprendre cette élimination brutale, il faut d'abord savoir qui était vraiment Haïlé Sélassié au sommet de son pouvoir. Imaginez un dirigeant africain des années 1950 capable de jouer simultanément avec les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine. C'était Haïlé Sélassié. En 1959, il est accueilli avec les honneurs d'État à Moscou. Nikita Khrouchtchev lui promet plus de 100 millions de dollars d'aide. Aussitôt après, il s'envole pour la Chine et rencontre Mao Tse-tung. Résultat, un coup de maître. Les Américains, désespérés à l'idée de perdre de l'influence en Afrique, augmentent drastiquement leur aide militaire. Mais Sélassié n'était pas seulement un politicien brillant. Pour des millions de personnes, notamment en Jamaïque, il était littéralement un dieu sur terre. Les Rastafariens le vénéraient comme le roi des rois prophétisé dans l'Apocalypse. Lorsqu'il visita la Jamaïque en 1966, les foules se prosternèrent devant lui comme devant une divinité vivante. Mais tandis que Sélassié brillait sur la scène internationale, construisant son image de dirigeant visionnaire, une tempête mortelle se formait sous ses pieds. 1962. Une décision allait changer le destin de millions de personnes et sceller la fin de l'Empire éthiopien. Contre l'avis de ses conseillers, Sélassié dissout la fédération éthiopienne érythréenne et incorpore l'Érythrée comme simple province de l'Éthiopie. Ce qui paraissait être un coup politique habile pour consolider le territoire devint la plus grande erreur de sa vie. La réaction fut explosive. Des mouvements de guérilla éclatèrent dans toute l'Érythrée. Le Front de libération de l'Érythrée déclara la guerre totale au gouvernement éthiopien. Mais voici le détail que peu connaissent. Les propres généraux de Sélassié étaient divisés sur la manière de gérer la crise. Le gouverneur général Ras Asratekassa prônait une politique de négligence bienveillante pour éviter la confrontation directe. Le premier ministre Aklilu Abdewold, lui, exigeait la loi martiale immédiate. Sélassié changeait sans cesse d'avis, créant un chaos administratif qui coûta des milliers de vies et finalement son trône. 21 novembre 1970. Le général Tesho Mergetu, commandant militaire en Érythrée, est pris en embuscade et assassiné par les forces du FLE. La réponse de Sélassié fut de déclarer l'état d'urgence et de nommer un nouveau général pour une guerre qu'il ne savait plus comment gagner. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, quelque chose de plus dangereux se préparait. 1968. Richard Nixon remporte les élections américaines, marquant la fin de l'âge d'or des relations éthio-américaines. Depuis des décennies, cette alliance reposait sur un pilier, la base de Cagnew, une gigantesque station de communication et de renseignement à Asmara couvrant 14 km². Ce n'était pas qu'une base militaire, mais le centre névralgique des opérations américaines en mer Rouge pendant la guerre froide. Mais la technologie satellitaire rendait la base obsolète. En 1971, les Américains réduisirent leur aide militaire de 12 à 10,8 millions de dollars. En août 1973, ils annoncèrent que la station Cagnew serait fermée à la fin de 1974. Sélassié était abandonné par ses alliés les plus puissants, au moment même où il avait le plus besoin d'eux. Entre 1969 et 1973, un fait inédit se produisit. L'empereur d'Éthiopie effectua 3 voyages désespérés à Washington, suppliant littéralement une aide militaire. Imaginez l'humiliation.
un homme traité comme un roi pendant des décennies, obligé de mendier une audience auprès de Richard Nixon. Même des conversations en face à face avec le président américain ne purent inverser la situation. Il y avait une raison urgente à cette détresse. Siad Barre, le dirigeant de la Somalie soutenu par l'Union soviétique, intensifiait ses revendications territoriales sur la région de l'Ogaden, à l'est de l'Éthiopie. À l'automne 1973, dans un geste de désespoir total, Sélassié retourna à Moscou, non plus comme le diplomate sûr de lui des années 1950, mais comme un homme brisé, suppliant les soviétiques de cesser d'armer ses ennemis. L'accueil fut glacial. Léonid Breinev prêta à peine attention à ses supplications. Les soviétiques avaient déjà choisi leur cheval dans la région, et ce n'était pas l'Éthiopie. Mais tandis que l'empereur luttait désespérément pour sauver son empire à l'extérieur, une tragédie bien plus grande détruisait son pays de l'intérieur. 1972, une famine d'une ampleur catastrophique ravage les provinces du Nord, Tigré et Wollo. Des centaines de milliers de réfugiés affamés marchent vers la capitale, cherchant une aide qui ne viendra jamais. Entre 1972 et 1973, rien qu'au Wollo, entre 40 000 et 80 000 personnes meurent de faim. Lorsque Sélassié visita enfin les provinces dévastées pour constater la situation de ses propres yeux, il était déjà trop tard. Le mal était fait. La confiance du peuple envers le roi des rois était brisée à jamais. Et c'est précisément cette perte de confiance qui mit le feu à une révolution qui allait changer l'Afrique pour toujours. Janvier 1974. Negel Borena, un petit village près de la frontière kenyane. Une pompe à eau tombe en panne. Cette pompe brisée allait déclencher la révolution qui renverserait l'un des plus anciens empires du monde. Les officiers de la 4e division de l'armée interdirent aux soldats d'utiliser le puits des officiers. Les soldats se révoltèrent, capturèrent leur commandant et diffusèrent un message radio exigeant de meilleurs salaires. Comme une traînée de poudre, la rébellion se propagea. Dans la capitale, les chauffeurs de taxi descendirent dans la rue, suivis par les étudiants, puis les professeurs. Le 25 février, des soldats de la 2e division d'infanterie se mutinèrent à Asmara, prenant le contrôle de la capitale régionale. Le système impérial s'effondrait en temps réel. Les prix du carburant et des denrées explosèrent à cause de la crise pétrolière mondiale. Les rues d'Addis Abeba se transformèrent en champs de bataille. Et c'est dans ce chaos qu'émergea une force sombre qui allait changer à jamais le destin de l'Éthiopie. Le DERG, le Conseil administratif militaire provisoire. C'était leur nom officiel, mais tout le monde les appelait simplement le DERG, un mot en amharique qui signifie comité, un nom simple pour dissimuler une réalité terrifiante. Au début, personne ne savait vraiment qui ils étaient. Ils opérèrent dans l'ombre, sans programme politique clair, mais devinrent rapidement le visage du mécontentement grandissant en Éthiopie. Avril 1974. Des tracts mystérieux commencent à circuler dans Addis Abeba, signés simplement par des éléments des forces armées. Ils exigent l'arrestation de l'ancien Premier ministre Aklilu Habtewold. Le message se terminait par une menace sinistre. Si nos demandes ne sont pas satisfaites rapidement, l'armée prendra des mesures décisives pour les faire respecter. Lorsque Sélassié refusa de céder, le DERG passa à l'action. Ils marchèrent directement jusqu'au palais du Jubilé et arrêtèrent Aklilu sous les yeux même de l'empereur. En quelques jours, tout le cabinet fut arrêté. Des centaines de figures politiques de haut rang furent emprisonnées. 12 septembre 1974. Palais national, Addis Abeba. Des membres du DERG entrent dans la bibliothèque où Haïlé Sélassié attend, debout, stoïque. Là, il écoute la proclamation qui met fin à 3000 ans de monarchie éthiopienne. Sa Majesté Haïlé Sélassié Ier est relevé de ses fonctions avec effet immédiat et remplacé par un gouvernement militaire provisoire. Le roi des rois fut escorté par une porte latérale et conduit au quartier général de la 4e division de l'armée, où nombre de ses anciens ministres étaient déjà détenus. Mais la chute de l'empereur n'était que le début d'un bain de sang. Le lieutenant-général Aman Andom, surnommé le Lion du désert, un militaire respecté, devint le premier président du DERG. Aman représentait une vision modérée, réconciliation, négociation.
De l'autre côté se trouvait le colonel Mengistu Haile Mariam, plus jeune, plus radical, plus ambitieux et infiniment plus dangereux. 17 novembre 1974. Mengistu présente deux exigences non négociables à Amman. Plus de troupes pour une campagne militaire agressive en Érythrée et l'exécution sans procès des officiers impériaux détenus. Amman refuse catégoriquement. Il plaide pour une solution négociée et refuse de cautionner des assassinats extrajudiciaires. Mengistu le place alors en résidence surveillée. Mais Amman n'était pas un homme à se rendre sans combat. Il se retranche dans sa résidence avec un petit groupe de fidèles. Le lendemain, des chars encerclent sa maison. Par haut-parleur, les soldats exigent sa reddition. Un coup de feu venant de l'intérieur fut la réponse. La fusillade qui suivit se solda par la mort d'Amanandom et de plusieurs de ses partisans. Cette même nuit, au palais Ménélique, quelque chose d'encore plus sinistre eut lieu. Les noms inscrits sur la liste de morts de Mengistu furent lus à haute voix devant les membres du Derg. Dans une scène macabre, ils votèrent à main levée pour décider qui serait exécuté. La liste initiale comptait 6 noms. À la fin du vote, elle en comptait plus de 60. 23 novembre 1974. Les prisonniers furent transférés à Kerchel, la grande prison centrale d'Addis Abeba. Sous le couvert de la nuit, ils furent conduits dans la cour, alignés dos au mur, 2 par 2. Chaque paire fut exécutée l'une après l'autre. Leurs corps furent rapidement enterrés dans des fosses peu profondes, recouvertes de chaux vives pour accélérer la décomposition. Cette nuit sanglante fut le prélude à une ère de terreur sans précédent en Éthiopie. Haïlé Sélassié survécut à ses premiers ministres et à tous ceux qui périrent en novembre 1974, mais seulement de 9 mois. Après des semaines d'interrogatoires au quartier général de la 4e division, dont plusieurs dirigés personnellement par le colonel Mengistu, l'ancien empereur fut ramené au palais Ménélique. Désormais, il n'était entouré que d'une poignée de serviteurs, dont son majordome Essetou Tekle Mariam restait à ses côtés jour et nuit. 27 août 1975, la nuit qui allait changer à jamais l'histoire de l'Éthiopie. Voici le récit du majordome Essetou lui-même. Dans la nuit du 27 août 1975, j'ai vu le colonel Mengistu Haile Mariam marcher dans le couloir avec un autre homme près de la chambre de l'empereur. On m'ordonna ensuite de changer de pièce, mais on me permit d'informer Sa Majesté de la décision. Le lendemain matin, je suis retourné dans les appartements impériaux pour lui servir le petit déjeuner. La première chose qui m'a frappé, c'était la forte odeur d'éther. J'ai trouvé l'empereur immobile sur son lit. Son visage avait pris une couleur bleu foncé et son oreiller se trouvait à côté de sa tête, au lieu d'être sous elle. Tout indiquait que l'empereur avait été drogué puis étouffé dans son sommeil. Le lendemain, le conseil militaire annonça publiquement que l'ancien empereur était décédé des suites d'une opération de la prostate. Mais son médecin personnel, le professeur Asrat Woldeis, contesta immédiatement cette version. Il révéla que l'opération avait eu lieu plusieurs mois auparavant et que, jusqu'à ces derniers jours, l'empereur était en parfaite santé. Dans un ultime acte d'irrespect, Sélassié se vit refuser la dignité d'un enterrement chrétien approprié. Il fut plus tard révélé que le colonel Mengistu avait ordonné de cacher son corps sous le plancher d'une salle de bain du palais. Ses restes ne furent découverts et exhumés qu'après la chute du régime de Mengistu, en 1991. Le 5 novembre, 25 ans après sa mort, Haïlé Sélassié reçut enfin des funérailles dignes de son rang. Ainsi s'achève l'histoire du dernier empereur d'Éthiopie, un homme qui domina la politique internationale pendant des décennies, qui fut vénéré comme une divinité, qui survécut aux invasions et aux crises pour finalement être trahi et assassiné par ceux-là même qui devaient le protéger. La vérité sur la mort de Haïlé Sélassié resta cachée pendant des décennies, enterré avec son corps sous le plancher d'une salle de bain. Mais des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'au-delà des grands titres et des cérémonies pompeuses, l'histoire est faite d'êtres humains, avec leurs ambitions, leurs faiblesses et leurs conséquences mortelles. Et si, comme moi, ces récits qui révèlent les secrets sombres derrière les grands événements de l'histoire africaine te fascinent, alors aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, car nous avons encore beaucoup d'histoires bouleversantes d'Afrique à explorer ensemble. D'ici là, continue de questionner, de découvrir, et souviens-toi,
La vraie histoire est toujours plus frappante que n'importe quelle fiction.